On est présentement en juillet 2026, rendu à la moitié de l'année déjà. Puis à chaque année, je fais une rétrospection sur je suis rendu où dans l'année par rapport à ma business, par rapport à moi en tant qu'entrepreneur. Puis cette année, je me suis dit pourquoi pas le faire publiquement pour que possiblement d'autres entrepreneurs puissent apprendre de mes apprentissages et les erreurs que j'ai commises. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être tout simplement mois par mois, les choses que j'ai apprises. Puis, si ça peut te servir en tant qu'entrepreneur dans ta business, well, I'm glad to do so. Fait que, si on commence par janvier, en janvier, j'ai réalisé que la méthode de rémunération dans un de mes départements n'était pas nécessairement la meilleure. Dans ma business de croissance pour les entreprises, chacun des départements était payé à la performance. Donc, quand on parle au niveau des monteurs vidéo, ils sont tous payés à la capsule vidéo montée. Quand on parle au niveau des vidéastes, ils sont tous payés à la capsule vidéo filmée. Fait que chacun de mes départements était encouragé à travailler, sauf mon département des stratèges numériques, où ce département-là était payé à l'heure. Puis, j'avais jamais allumé sur une autre méthode de rémunération pour ce département-là. J'avais jamais compris comment le faire, jusqu'à ce qu'en décembre, donc un mois avant le changement, moi puis Olivier, qui est derrière la caméra aujourd'hui, on soit au gym. Puis, en novembre puis en décembre, on avait eu un ralentissement au niveau des ventes, puis j'étais plus tête au niveau des marges de profit. Fait que je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut être plus profitable? Puis en étant plus profitable, on va pouvoir offrir un meilleur service à nos clients, engager de meilleurs employés. Fait que je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut être plus profitable à ce département-là? Puis Olivier m'avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste ajuster la rémunération au niveau des chargés de projet, au niveau des stratèges numériques, à la performance au lieu de les payer à l'heure? Parce que ce qui arrive à l'heure, c'est que peu importe que tu vendes ou non, les dépenses restent les mêmes comparativement à tous les départements. Par exemple, si on vend moins un mois au niveau des monteurs vidéo, ben les dépenses, ils s'ajustent. On a moins de dépenses, donc on est plus profitable, sauf, encore une fois, les charges de projet. Fait qu'en fin décembre, pendant les vacances de Noël, on a pris la rapide décision d'ajuster la méthode de rémunération, après plusieurs séances de brainstorming à comme 1h du matin, à la performance. Puis tous les chargés de projet, tous les stratèges numériques, aujourd'hui sont payés au projet, selon certains KPI. Fait que, par exemple, c'est 300 $ le projet livré. Mais un, sont seulement payés à la livraison. Puis deux, ça a fait en sorte que les deadlines sont beaucoup plus respectés. Pourquoi? Parce qu'avant, notre modèle d'affaires faisait en sorte qu'on rémunérait peu importe l'effort, peu importe le output. Ce qui est contradictoire à ce qu'on veut pour une entreprise, right? On veut qu'une entreprise performe, on veut qu'on livre rapidement pour que les clients soient satisfaits, mais avant, le modèle d'affaires, c'était pas ça. Fait que ce gros changement-là a fait en sorte qu'on livre plus rapidement, les clients sont devenus plus satisfaits, puis le nombre de renouvellements dans mon entreprise a vraiment augmenté. Le point qu'on ne voit pas, c'est que les talents qu'on avait engagés auparavant, c'était plus nécessairement le même genre de talent qu'il nous fallait. Donc, il a fallu faire une restructuration complète d'un département complet. À ce moment-là, on était peut-être 16 chargés de projet. Puis chaque chargé de projet prend peut-être 30 à 40 clients. Fait qu'on a eu énormément de démissions. On a littéralement changé le département complet de staff. Puis ça a fait quand même mal à l'entreprise parce que les clients ils s'attachent à leur chargé de compte. Fait qu'il a fallu faire une transition de la meilleure manière possible pour que le client il ne sente pas cette transition-là. Ça n'a pas nécessairement été facile, mais aujourd'hui, je ne changerai rien parce que les résultats sont là. Puis de la manière qu'on a fait cette transition-là, on a fait de la publicité payante avec une offre vraiment alléchante d'employeurs qui rémunérait les meilleurs talents s'ils étaient performants. Puis, grâce à nos talents de publicité, on était en mesure d'engager 15 nouvelles employés puis d'en changer 15 en seulement 30 jours. Là, c'est sûr que pour faire ce genre de changement-là, il faut que tu sois extrêmement confiant de ton offre d'employeur puis confiant de ta décision. Moi, je savais que si on commençait à rémunérer ce département-là à la performance, on n'allait plus vouloir revenir en arrière, puis j'étais correct avec ça parce que je veux que mon entreprise, je veux que plus qu'on gagne, je veux que plus que mes employés gagnent. Fait que pour moi, c'est le mindset que j'ai dans ma business, puis je veux que tout le monde gagne au final. Quand on a commencé février, on a commencé vraiment sur de nouvelles bases. Puis malgré le changement drastique qu'on avait fait en janvier, tout ce qui a suivi par la suite a été positif.
Fait que la décision que... Pas la décision, mais l'apprentissage de ce mois-là, c'est si tu sais qu'il y a un changement à faire dans ta business, attends pas de le faire dans 8 mois. Break down les étapes que tu dois prendre pour faire ce changement-là. Analyse où est-ce que ça pourrait potentiellement amener ta business. Puis si tu vois qu'il y a plus de positifs que de négatifs par rapport à ce changement-là, do it, et ça le plus tôt possible, parce qu'attendre, ça va juste avoir un impact encore plus négatif, en fait. Fait que ça, c'est pour janvier. Février, j'ai perdu mon directeur des ventes. Puis, mon directeur des ventes, à ce moment-là, c'était la personne qui était là depuis le début, quand on a commencé à grossir la business. Fait que dans mes 4 premières années de business, je faisais pas nécessairement plus de revenus. Fait que j'avais pas besoin d'un directeur des ventes. Puis 4 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, on a commencé vraiment à expandre le département des ventes parce que ça rentrait. Fait que j'ai engagé un vendeur qui est ensuite devenu mon directeur des ventes. Il travaillait chez Canadian Tire, puis j'avais reçu une référence. Puis c'est lui qui nous a aidé à passer de 2 à 94 employés en moins de 2 ans. Puis plus on grossissait, plus je sentais que les responsabilités pour cette personne-là devenaient lourdes. Les KPI étaient plus respectés. Les standards d'entreprise n'étaient plus respectés au final non plus. Puis, rendu en octobre, novembre, décembre 2025, je commençais à donner des avertissements plus sérieux. Puis, est arrivé février où on a dû mettre fin à son emploi. Puis, une des peurs que j'avais suite à la fin de son emploi, c'était qu'ils prennent tous les processus dans la business que j'avais, puis qu'ils les recopient de son côté. Dans mes débuts, je n'avais pas les connaissances nécessaires légalement pour faire une entente de non-compétition suite à son emploi, suite à son embauche. Chose que j'aurais dû faire. Fait que, apprentissage numéro 1, si tu as peur que quelqu'un se parte contre toi dans ta business, puis qu'il prenne toutes les procédures, puis qu'il prenne tous les outils que tu as actuellement, dans ton entente, tu dois avoir une clause légale qui dit que, 1, il ne peut pas se partir à X nombre de kilomètres de toi, puis 2, tout ce qui t'appartient dans ta business est à toi et ne peut pas être dupliqué, recopié sous quelconque forme. Right? Puis après ça, la peur que j'avais, c'est que tout au long de son emploi, je sais qu'il apprenait de plus en plus sur toutes nos formes de publicité, nos systèmes à l'intérieur. Fait que je me disais, faut pas que ce gars-là, il se parte sa business parce qu'il connaît toute ma business de A à Z. Puis ce que je réalise aujourd'hui, c'est que tu peux pas empêcher quelqu'un de se partir quelque chose ou de prendre une action si cette personne-là veut vraiment réaliser cette chose-là. Je sais pas si ça fait du sens. Le délai va juste être plus long avant que la personne elle parte la chose, mais elle va juste finir par le faire au final. Fait que ma peur à moi, c'était qu'il se parte la même business que moi, dans mon domaine, proche de moi, chose qui est arrivée. Mais si je l'avais mis dehors 1 an et demi avant, ça serait quand même arrivé. Fait qu'apprentissage numéro 2, ça serait si tu as peur de faire quelque chose, pour la conséquence qui va arriver, sache que la conséquence va arriver quand même, juste plus tard. Fait que prends action sur ce que tu sais que tu dois faire, parce que le outcome va rester le même. Respecte les standards de ton entreprise. Pas parce que la personne est là depuis longtemps que tu dois respecter le fait qu'elle échappe constamment. Fait que set les boundaries de manière claire. Puis après ça, set les expectations. Si les boundaries et les règles sont pas respectées, voici ce qui arrive, puis voici le délai dans quoi ça va arriver. Fait que ce serait mon deuxième apprentissage. Maintenant, pour mars, c'est le mois où je me suis incorporé à Dubaï. Puis, comment ça s'est fait? C'est que je suis revenu des Bahamas pour un voyage client avec mon staff. Quand je suis revenu, l'entrepreneur avec qui on était aux Bahamas s'était incorporé aux Bahamas. Puis je me suis dit, comment est-ce que moi aussi je peux faire ça? Puis, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif. Fait que j'ai pris un meeting. Je pense qu'on est revenu le vendredi, un vendredi soir. Vendredi, j'ai commencé à faire des recherches en ligne sur comment est-ce que je peux m'incorporer à l'extérieur du Québec, en fait. Puis le lundi, j'avais mon meeting pour potentiellement comprendre comment m'incorporer à Dubaï. Puis 2 semaines plus tard, j'ai incorporé à Dubaï, puis je déménage à Dubaï. Ça, c'est moi qui est impulsif.
quand je prends une décision, ben, je prends action tout de suite. Fait que j'avais vendu la moto, le pick-up, le char. Je louais une maison, j'avais mis fin au bail tout de suite. Parce que j'avais fait plein d'affaires pour faire en sorte que 2 semaines plus tard, je sois incorporé à Dubaï, chose qui s'est réalisée. Puis, je suis déménagé à Dubaï pendant 3 mois parce que c'est le minimum légal que tu dois rester là-bas quand tu t'incorpores. Puis, la chose qui me faisait le plus peur, c'est d'être absent pendant, mettons, 1 semaine, 2 semaines de mon entreprise parce que je me disais, j'ai plus le contrôle, comment ça va se passer. Je vais être focusé sur mon incorporation à Dubaï. Fait que j'espère que ça va bien aller. Puis au final, ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, c'est bon d'être absent en tant que CEO dans ta business parce que c'est là que tu réalises sont où les lacunes dans ta business. Mettons, moi, quand je suis parti, j'ai réalisé que la majorité des ventes, ben, c'est moi qui les amenais. Mais j'ai aussi réalisé que côté admin, je pouvais faire absolument confiance à mon côté admin parce que, ben moi, c'est le département que j'étais moins bon, mais j'avais aussi une équipe extrêmement solide qui s'occupait de ce côté-là. J'ai réalisé aussi que mon département des vidéastes était super bien géré par mon directeur des vidéastes. J'ai réalisé que mon département des chargés de projet était super bien géré parce que j'avais une directrice des chargés de projet en or. Fait que d'être absent, ça te permet de voir sont où les lacunes, puis surtout sont où les points positifs. Puis 2, ça permet à ton staff de se débrouiller puis de devenir encore plus débrouillard parce que souvent, quand tu es le CEO dans ta business, puis que tu es présent beaucoup, comme moi je le suis, ben tu peux donner des réponses immédiatement à ton staff. Mais quand ils ont accès en tout temps à toi, ça fait en sorte que des fois, ils sont moins débrouillards. Fait que quand j'étais moins absent, ben ça leur laissait pas le choix de trouver des solutions par eux-mêmes, chose qui a été extrêmement bénéfique pour l'entreprise à long terme. Fait que ça, c'était pour mars. Avril, tu penses que tu as réussi jusqu'à temps que tu changes ton environnement. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, moi, j'habite au Québec actuellement l'été. Quand tu prends la moyenne des gens qui réussissent en affaires, c'est beaucoup moins élevé que ce que tu vois à Dubaï. Mais ça, tu le sais pas tant que tu vas pas ailleurs. Fait que quand tu es ici, ben la personne qui fait, mettons, je sais pas, je prends des chiffres comme ça, la personne qui fait 1 million, 2 millions, 3 millions par année, tu es comme « wow, oh my God, cette personne-là, elle a réussi ». Mais quand tu arrives à Dubaï puis tu vois du monde faire du 40, 50, 60, 100 millions, 30 millions régulièrement, ta perspective change. Tes idées changent. Ta motivation change, ta discipline change. Mais ça, encore une fois, tu ne sais pas tant que tu ne bouges pas ailleurs. Fait que si j'ai une leçon à retirer de avril, c'est change ton environnement le plus possible. Voyage. Pas pour relaxer, t'asseoir le cul sur une chaise puis lire ton livre, mais voyage pour expandre tes horizons puis expandre ta vision des choses. Puis tu vas voir que quand tu penses que tu es gros ici, ben tu as rarement raison parce que tu vas aller ailleurs puis les gens ils font 10 fois ce que tu fais en 1 mois. Puis quand tu reviens ici par la suite, ben ça te permet d'avoir des meilleures idées puis d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Maintenant, pour mai, celui-là, c'est mon préféré parce que c'est vraiment une rétrospection personnelle. Je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif. Quand je suis parti à Dubaï en février, je me suis dit, je reviens plus jamais au Québec. Fuck le Québec. Fait comme j'ai dit tantôt, j'ai tout vendu. Mes chars, j'avais mis fin à mon bail, j'avais littéralement tout vendu mes affaires, pensant que j'allais plus jamais revenir ici. Puis en ce moment, ben, je suis dans un chalet en Estrie au Québec. 6 mois plus tard. Puis ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que être impulsif en affaires, c'est probablement la meilleure chose que tu peux avoir comme, pas comme compétence, mais comme, c'est pas une valeur, c'est un trait de personnalité. Parce qu'à prendre action rapidement, bien, ça te permet d'apprendre rapidement si tu as fait une erreur, ça te permet de te retourner rapidement, ça te permet de dépasser tes compétiteurs parce que tu prends action, tu es rapide. Mais côté personnel, c'est peut-être pas nécessairement bon. Fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à racheter tout ce que j'avais vendu, à perdre de l'argent. Potentiellement, en perdant de l'argent, ben, j'ai perdu du temps. Fait que côté personnel, une leçon, ça serait de prendre plus mon temps, que ce soit dans mes relations, dans le matériel. Mais côté business, mon côté impulsif, je dirais que c'est ma meilleure force parce que ça fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui en tant que business. Puis on a su prendre avantage d'être à bonne place au bon moment il y a quelques années. Puis ça fait en sorte qu'on a la grosseur d'entreprise qu'on a aujourd'hui. Leçon
leçon 6, c'est juin. Je l'ai marqué dans les minutes. J'ai marqué « You're more important than you think ». T'es plus important que tu penses. C'est contradictoire à mon autre leçon de une couple de mois parce que je disais que c'était important de déléguer puis savoir était où tes players. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que récemment, en fin juin, j'ai eu un accident de moto. Je vais mettre des photos, mais j'ai le côté droit du bras au complet puis la hanche. La peau a s'enlevé parce que j'ai slidé en moto à comme 120, hein? 125, 130, j'ai slidé, je me suis fait couper sur une entrée d'autoroute. Puis pendant une semaine, 2 semaines environ, j'ai pas été à la hauteur de ce que je suis normalement dans le business. Puis si je reviens 8 ans en arrière, j'étais tout seul dans le business, j'étais un freelancer. C'est correct de faire des niaiseries de même. C'est correct de prendre des risques ridicules puis de rouler en t-shirt en moto parce que j'étais en t-shirt. Parce que tu n'as pas des responsabilités énormes sur d'autres gens en dessous de toi ou sur des gens qui se fient sur toi pour soit vivre, soit prendre des décisions, peu importe. Rendu au stade où ce qu'on est, l'apprentissage que je retire de cette blessure-là, de cet événement-là, c'est que je ne peux pas me permettre de prendre les mêmes risques que je prenais au début. J'ai beaucoup de gens qui se fient sur moi pour prendre des décisions, pour vivre, pour payer leurs factures. Fait que si je suis pas là demain matin, pendant 2 semaines, pendant un mois, parce que je sais pas, moi je suis dans le coma, ça aurait pu être bien pire, ben c'est pas optimal. Je laisse beaucoup de gens sans option. Puis je laisse des gens en bon québécois, dans la marde. Fait que si je fais une rétrospection de ça, ben ça aurait dû d'être mieux m'habiller en moto, mais surtout 2, s'il arrive quelque chose d'un matin puis que je suis indisponible pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, est-ce que mon entreprise est bien structurée pour que quelqu'un en dessous de moi soit en charge de la business? Sache comment prendre les mêmes décisions que moi je prends on a day-to-day basis. Puis si la réponse est non à ça, ben bâtis des SOP, bâtis des étapes claires avec des documents clairs de ce qui doit être fait si jamais je ne suis pas présent. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est de noter tout ce que je fais dans mes journées, on a day-to-day. Puis c'est de marquer, bon ben si ça arrive, voici l'action qu'il faut prendre. Après ça, étape 2, si ça arrive, voici l'action qu'il faut prendre. Fait que si quelque chose comme ça arrive, ben là, mon staff va savoir quoi faire puis à quel moment le faire. Ça fait du sens? Fait que on est rendu en juillet. Le mois de juillet n'est pas encore fini. Au moment où cette vidéo-là va être finie, ça va être sûrement fini. Mais c'est un peu la rétrospection que j'ai jusqu'à date. On est déjà à la moitié de l'année. Fait que pour ceux qui n'ont pas encore atteint leur objectif, puis pour ceux qui ne sont pas on track d'atteindre leur objectif, it's time to double down. Regarde ce qui ne fonctionne pas dans tes chiffres actuellement, regarde ce qui ne fonctionne pas dans le business, regarde pourquoi est-ce que tu n'atteins pas tes objectifs, puis prends action rapidement parce qu'il reste juste 6 mois à la fin de l'année. Puis pour ceux qui sont on track, great job. Pose-toi la question comment est-ce que je peux faire x2, puis comment est-ce que je peux dépasser mes objectifs cette année. Puis n'hésite pas à faire une rétrospection. Peu importe ton niveau d'entrepreneur, que tu sois freelancer, que tu aies un employé ou que tu en aies 50, n'hésite pas à faire une rétrospection sur comment est-ce que l'année va jusqu'à présent, autant personnellement, émotionnellement dans ta vie d'entrepreneur, que dans ta business avec ton staff. Puis regarde comment est-ce que, basé sur tes échecs, basé sur tes apprentissages, tu peux t'améliorer en tant qu'entrepreneur puis dans ta business. That's it!